Non ho les potos. Alors d'abord, je vous apprends un mot en dialecte de Shanghai. Non ho, ça veut dire bonjour en shanghaïen. Avant de commencer la troisième émission du journal débridé, voici la traduction de la citation que je vous avais donnée dans l'émission précédente. Le romancier Mao Dun, ça vous dit quelque chose? Celui dont le nom est homonyme du mot contradiction en chinois. Eh bien voici ce qu'il voulait dire. Ne soyez pas sentimentaux à l'égard du passé et n'ayez pas une vision trop enthousiaste de l'avenir. Sculptez, analysez, dégagez le meilleur du réel et l'actuel. Purée, c'est tellement beau, ça me rend pensif. Allez, on se ressaisit. Je suis Lisson en direct au Zhongshan Park de Shanghai. L'émission commence maintenant. On commence tout de suite avec un point sur l'actu. Le début de l'automne, ça vous fait penser à quoi? Au marron, aux châtaignes, aux balades dans les bois? À Shanghai, il fait relativement bon avec des températures dans les 20 degrés. Mais c'est surtout, c'est la saison des crabes poilus. Les crabes poilus, c'est quoi? Si vous demandez à un breton, c'est un petit crabe vert, pas bon pour être servi à table. Mais nous, on adore les manger. On les sert avec une sauce à base de vinaigre et on l'agrémente d'un verre de huangjiu. Essayez, c'est délicieux. En plus, vous ne risquez pas de prendre du poids avec ça. Comme ils sont petits, vous passerez tellement de temps à les décortiquer qu'après en avoir mangé un ou deux, vous n'aurez plus faim. Cinéma à présent, avec quelques bonnes nouvelles pour l'industrie locale. Malgré les vacances nationales du 1er au 8 octobre, dans certaines villes comme Shanghai, les enfants et les enseignants ne pouvaient pas sortir de la ville. Sinon, ils devaient faire une quatorzaine obligatoire à la maison à leur retour. Alors la plupart ont décidé de rester sur place. Du coup, ça a boosté l'industrie du cinéma. Mon peuple, ma patrie et la légende de la défication ont rapporté 1 milliard de yuan, 125 millions d'euros. Champagne! Pendant les vacances chinoises, ceux qui pouvaient voyager, c'était forcément en Chine. Alors si vous connaissez les vacances nationales chinoises, vous savez que les sites touristiques sont blindés. Mais là, ça atteignait des niveaux jamais vus. Ça a aidé le secteur de l'aviation civile, de l'industrie du tourisme. 13,26 millions de voyages aériens, plus de 600 millions de visites dans les sites touristiques. Bon, certains ont bien regretté d'être venus quand même. La sonde Tianwen-1, lancée en juillet 2020, progresse lentement vers Mars. Elle devrait atteindre la planète de feu d'ici février 2021. Honnêtement, on critique beaucoup la planète Mars. Atmosphère irrespirable, tempête, etc. Mais vu ce qui se passe en ce moment sur Terre, je trouve que c'est le bon moment pour aller explorer des nouvelles planètes. Un peu de culture maintenant. La 7e édition du Festival international du film de la route de la soie a eu lieu du 11 au 16 octobre à Xi'an. Plus de 500 films chinois et étrangers ont été présentés sur des plateformes vidéo en ligne ou des écrans de cinéma ou des lieux publics. Mais savez-vous quel était le film le plus attendu? Allez, je vous donne un indice. Si je vous en parle, c'est pour flatter votre ego. Et oui, un des films présentés était Contes de printemps d'Éric Rohmer. Alors ça date un peu, puisque le film est sorti en 1990. Mais nous aussi les Chinois, on sait être nostalgiques. Quelle est la boisson préférée des Chinois? Le thé? Pas sûr. Il n'y a qu'à voir les rues de Shanghai. Ce n'est pas des salons de thé qu'on trouve, mais des cafés. On devient comme vous, les Français. Les terrasses en moins, parce qu'il n'y a pas assez de place sur les trottoirs. Bon, on a de la marge, car en moyenne, la consommation par personne et par an, pour un Chinois, c'est seulement 4 tasses. C'est pas beaucoup. Vous les Français, vous êtes à 750 tasses. Pas étonnant que vous soyez souvent énervés. Mais en Chine, la consommation de café est en progression constante, 20% par an. Il n'y a qu'à voir la marque Nespresso, la marque de bobo parisien. Elle ouvre sa 15e boutique en Chine. C'est que les Chinois deviennent de plus en plus sophistiqués en la matière. Ils aiment autant le café noir, Arabica, Ristretto, que le café au lait et sucré de chez Starbucks. Alors maintenant, sur la Nanchanglu à Shanghai et dans toutes les grandes villes de Chine, vous verrez de plus en plus de petits cafés tout petits, tout charmants, mais le prix, 4 €, ça ne choque personne? Moi, je trouve que c'est la goutte d'eau qui fait déborder la tasse. Passons à série télé, à Murderous Affair in Horizon Tower. En chinois, Mo Tian Da Lou, ou le gratte-ciel en français. Bon, j'avoue que ça fait beaucoup moins classe. Cette série diffusée récemment a fait beaucoup de bruit. C'est une série thriller adaptée du roman de Chen Xue.
Qu'est-ce qui fait que c'est original? La série parle des problèmes de société, de faits divers qui ont marqué la société chinoise, comme les faux divorces pour acheter un deuxième appartement et les manipulations pour arriver à ses fins, etc. C'est sombre, c'est engagé, c'est féministe, ça devrait vous plaire. Le 11 octobre a débuté le recensement de la population chinoise. L'objectif est d'évaluer la population pour mieux adapter les services. Mais imaginez, 21 jours de porte-à-porte pour recenser les 1,5 milliard de Chinois, ça fait beaucoup de portes à frapper, hein. Avant, les Chinois devaient Daka, signifiant se pointer, pour déclarer leur arrivée ou leur sortie au bureau ou à l'usine. Aujourd'hui, le terme Daka veut dire autre chose. Il s'agit de prendre la photo parfaite devant les boutiques branchées du moment pour ensuite partager sur les moments, le mur de WeChat. C'est l'équivalent du mur de Facebook. Comme vous allez le comprendre, ce mode de vie est devenu super commun parmi les jeunes Chinois. Les rues du centre-ville sont toujours bondées avec des longues files d'attente qui se forment devant des magasins minuscules. Vous l'aurez remarqué, les Chinois adorent faire la queue. C'est souvent signe que l'endroit est chouette. Et les jeunes peuvent attendre jusqu'à 2 heures pour un simple café ou une glace. Est-ce que c'est bon au moins? On ne le sait pas. La plupart du temps, ils ne font que prendre quelques belles photos à poster et partent sans consommer. Mais parfois, Daka fait partie intégrante de l'expérience de dégustation. Prenons l'exemple du café 100%. Le symbole est déjà très intriguant. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est le pèlerinage de jeunes Chinois à la boutique, se prenant en photo avec un café à la main, le logo en toute visibilité bien sûr, et un énorme symbole dans le fond. Cette cérémonie, si on peut l'appeler comme ça, est surnommée Kaiguang. C'est-à-dire le café n'aurait pas le même goût s'il n'est pas encore pris en photo et posté sur les moments WeChat. On observe des scènes similaires à l'entrée des hôtels de luxe où se rassemblent les personnalités les plus à la mode du moment. Mais elles ne sont pas là pour des vacances ou un rendez-vous. Elles sont plutôt ici pour boire un thé avec des amis et bien sûr prendre des photos d'influenceuses pour célébrer et révéler leur goût de la belle vie. La prochaine fois que vous emmènerez Tati Yvonne prendre un thé dans un hôtel chic pour son anniversaire, n'oubliez pas de poster des photos sur Instagram. Cela pourrait vous rapporter quelques vues. Bien sûr, les influenceuses réservent parfois des chambres d'hôtel, mais pas pour la nuit. Je vous vois venir, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est pour convertir la chambre d'hôtel en studio photo. Ces chambres qui coûtent parfois au moins plusieurs milliers d'euros par nuit. Après une douche rapide, elles enfilent le peignoir de l'hôtel et se remaquillent. C'est le moment de prendre une pause pour la séance photo. En bonus, un lit défait peut faire croire à un séjour improvisé. Naturellement, ces scènes ne sont qu'un fragment de la vie des jeunes Chinois. Ils ne se photographient pas que pour frimer. C'est leur manière à eux de prendre part au mode de vie contemporain. Un peu comme les influenceuses américaines Kim Kardashian et bien d'autres. Même si tous n'ont pas les moyens ou le temps de pratiquer ce nouveau Daka ou pinsonnage digital, il ne fait aucun doute que ces photos sont apparues dans les moments des uns et des autres. Au fond, pas si différent de nos stories Instagram ou des belles photos que l'on partage sur Facebook pour parler d'un beau ciel d'automne. Alors, vous êtes prêts à lancer le phénomène Daka en France aussi ? En France, il existe de nombreux clichés sur les régions, les villes et les gens. Je vous épargne tous ces petites guerres entre Paris et Marseille, entre Saint-Étienne et Lyon et plein d'autres. En Chine, nous avons également ces clichés. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques cartes de la Chine vues par les Chinois de différentes régions. Une part des vérités ? Je suis originaire de Shanghai, donc on va commencer par la vision des Shanghaïens. La carte est simple et bien explicite. Selon les Shanghaïens, à part Shanghai, la maison, tout le reste, ce ne sont que des gens de l'extérieur. Wai Di Zhen, un terme un peu méprisant, je vous l'accorde. Cette vision est assez répandue à Shanghai. Beaucoup de Shanghaïens pensent que les autres sont des ploucs. C'est un peu comme les Parisiens qui pensent que tous les autres sont des provinciaux. Aux yeux des Pékinois, chaque région possède bien sa propre nomination. Les 3 provinces du Nord-Est sont appelées des sociétés noires, Hei She Hui. Ça veut dire la pègre. Le Tibet doit se contenter d'être une attraction touristique haut de gamme, Gaoji Luyou Shengdi. La province du Sichuan est remplie de belles filles, Mei-nu. Les gens de la province du Zhejiang et de l'Anhui ne sont que des arnaqueurs, Pienzi. Les Shanghaïens sont des petits bourgeois urbains, Xiao Shi Min. Et Pékin, c'est mon chez moi,
Ye de jia, littéralement la maison du grand-père. Mais dans le langage familier de Pékin, ça veut dire chez moi. Selon les gens du Guangdong, la province du Fujian, Taïwan et l'île de Hainan font partie du sud de la Chine. Ce sont des sudistes, Nanfangren. Tous les autres sont des nordistes, Beifangren. Pourquoi pas? Selon les gens du Henan, tous les autres nous font du mal. Shanghai women de ren. Chez eux, ils emploient le mot an à la place de wo. Donc chez moi, ça devient an jia. Les Hongkongais, les Macanéens et les Taïwanais se considèrent riches. Fu you. Les gens du Guangdong ont un peu d'argent. You dian xiao qian. Tous les autres sont pauvres et sous-développés. Qiong, luo hou. Les gens du Jiangsu voient que le centre du pays possède des monuments historiques, Guji. Selon eux, il n'y a que des vaches et des moutons, Niuyang, en Mongolie intérieure. Beaucoup de coins restent pauvres, Qiong. Les Shanghaïens ont le culte de l'argent, Bai Jin. Les hommes du Zhejiang sont des personnes riches, You Qianren. L'île de Hainan se résume en un mot, noix de coco. Yezi. Le Xinjiang n'est qu'un désert. Shamo. C'est évidemment avec de l'humour qu'on doit lire ces cartes. Pour les sinophones, je vous laisse déchiffrer tous les autres caractères sur les cartes en espérant que cela vous amusera. À bientôt! Salut Lucie. Bonjour Vincent. Tu vas bien? Ça va et toi? Merci de m'inviter chez toi. Je t'en prie. Rentre. Ok. Je m'appelle Lucie Guyard. Je suis née en Martinique il y a 36 ans. Je suis arrivée à Shanghai en 2010. Je suis illustratrice. Je suis aussi connue sous le nom de La Petite Lu, que j'ai commencé il y a 6 ans. Aimé Césaire ou moyenne? Je ne connais pas Moyenne, mais sinon Aimé Césaire, c'est toute ma scolarité en Martinique. Le zouk ou la danse du square? Le zouk quand j'étais jeune. Maintenant j'apprécie beaucoup aller dans les parcs et regarder les couples danser. Accra de morue ou beignet au sésame? Les deux. En plus c'est frit, j'adore les trucs frits. Astérix, le Gaulois ou Sam Mao, le petit vagabond? Graphiquement, je m'identifie plus à Sam Mao en fait. Mais après, je trouve que c'est très mélancolique, c'est un petit peu triste, c'est un petit garçon qui fait un petit peu de peine. Voilà, je trouve que l'univers graphique est plus proche de ce que je fais. Mais j'aime les deux. YouTube ou Bilibili? Je vais même pas sur Bilibili. En fait, je suis jamais allée. Je connais, mais j'y suis jamais allée. Mais non, YouTube. Ta première rencontre avec la culture chinoise? C'était il y a 10 ans. Je suis venue en vacances 3 semaines faire un road trip. Et c'est là que j'ai découvert ce pays et que je me suis dit que j'aimerais rester là et travailler, faire ma vie. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de rester là? En fait, j'ai bien aimé me sentir étrangère dans un pays qui n'avait rien à voir avec ma culture, mes origines. J'ai aimé ce sentiment d'être complètement différente. Mon premier mot chinois, je me rappelle que c'est lorsque je lisais le guide du retard, justement parce que j'allais faire ce voyage en Chine. Donc j'ai ouvert le livre et j'ai lu Chéché. Et à l'époque, bien sûr, j'ai prononcé Xie Xie en me disant « Ah bah, c'est facile !» Ce que tu aimes le plus en Chine et ce que tu n'aimes pas du tout en Chine? Pour moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que ça fait trop longtemps que je vis ici maintenant. Du coup, c'est devenu ma vie, j'ai mes habitudes, ma famille. Du coup, je peux pas répondre. Par contre, il y a plein de choses que je n'aime pas. Je n'aime pas prendre le métro. J'ai fait un post là-dessus. J'aime pas quand les gens se mettent tous devant la porte quand je sors, surtout quand j'ai la poussette de mon bébé. J'aime pas quand ils finissent pas leurs assiettes au restaurant. Ça aussi, j'ai fait un post là-dessus. Une fois où tu t'es senti ridicule en Chine? En fait, le ridicule n'existe pas en Chine. Je peux sortir avec mes pantoufles ou avec
Mon pyjama, ça m'est arrivé. Personne ne m'a regardé de travers. Peut-être quand je parle chinois, là, je me sens ridicule, mais c'est tout. La scène la plus insensée que tu as vue en Chine? Une fois où je suis allée chez une amie qui m'avait invitée à manger une galette des rois et un hot pot. Et quand je suis arrivée, il y avait la galette sur la table. Du coup, je me dis, bah mince, j'ai raté le hot pot. Parce que pour moi, le dessert, c'est à la fin. Et là, elle me dit, non, 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 t'inquiète pas, le hot pot, on va le manger après la galette. Et là, je me suis dit, mais non, non, tu peux pas faire ça. Pour moi, c'était insensé. Qu'est-ce qui te manque le plus de Chine quand tu es à l'étranger? Je suis passée pour une accro au téléphone, mais c'est WeChat. WeChat. WeChat, c'est trop bien. Parce qu'on peut payer, on peut prendre le taxi, on peut commander tout ce qu'on veut. Du coup, que je sois même en France ou ailleurs, c'est WeChat. Ton plat préféré chinois? C'est le Seti Kao Fu. Et ça a l'air pas bon du tout. Je me rappelle parce que ma soeur est venue me voir une fois et j'avais commandé ça au restaurant. Elle a même pas voulu essayer. Ça ressemble à une éponge. Il y a des champignons noirs, des cacahuètes et tout ça est mélangé avec une sauce marron. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas l'air très appétissant, mais c'est super bon. Mon lieu préféré en Chine, ça va être hyper cliché, mais j'adore la Grande Muraille de Chine. Parce que bah, j'y suis allée la première fois que je suis venue en Chine. J'ai dormi dessus. Et ça reste un de mes meilleurs souvenirs de Chine. Pourquoi l'illustration et le dessin bah, c'est parce que, en fait, je pense que c'est la seule chose que je sais vraiment faire. Que je dessine depuis toujours. En fait, c'est ma mère qui m'a toujours poussée. Comme je dessinais beaucoup, elle se disait, bon, bah, ça, elle aime bien, il faudrait la pousser dans cette direction. Et du coup, c'est elle qui m'a trouvé mon école d'art et petit à petit, les choses se sont faites comme ça. La petite Lue n'est pas née en Chine. La petite Lue est née en Martinique, quand j'étais étudiante. À cette époque, j'avais des petits carnets de croquis sur lesquels je dessinais. Dès que j'avais des idées, je mettais les idées sous forme de BD dans mes carnets. Ce petit personnage, à l'époque, c'était pas du tout la petite Lue actuelle. Elle était vraiment dessinée en 2 coups de crayon. Elle m'a suivie après quand je suis partie à Paris. Et là, j'ai fait le blog avec des petites BD sur ma vie à Paris. En arrivant à Shanghai, le blog était vraiment une bonne façon de tenir ma famille, mes amis au courant de ma vie ici, de toutes les expériences que je vivais ici. Donc j'ai gardé l'habitude de continuer à dessiner. Bon, ça marchait sans plus. Enfin, c'était un blog d'une Française à Shanghai. Et puis, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages. À l'époque, c'était sur Facebook, du coup, pour me dire que c'était bien, que ça leur plaisait, qu'ils se reconnaissaient dans les histoires. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire un WeChat. À l'époque, je travaillais dans une entreprise, Glamourcel, ça s'appelait, une entreprise chinoise de e-commerce. Donc, j'étais directrice artistique. Donc, j'avais pas énormément de temps pour ça, mais j'essayais de continuer à faire des histoires. Et puis j'ai lancé le WeChat. Et le WeChat a bien marché. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai sorti mon premier livre, le volume 1. Et puis voyant que voilà, ça prenait, j'avais de temps en temps des gens qui me contactaient pour faire des illustrations. Là, j'ai décidé de me mettre en freelance, de quitter ma boîte et de me consacrer entièrement à la petite Lue. Il y a eu le deuxième livre, comme le premier avait assez bien marché, les gens me le redemandaient, donc je me suis dit bon bah je vais en faire un second. Et puis là je me suis vraiment focalisée sur la petite Lue, faire des produits dérivés, faire des partenariats. Le WeChat en tout cas est devenu une sorte de plateforme pour moi qui me permettait de faire ma propre publicité. De parler d'autres marques qui m'approchaient pour parler d'elles. Par rapport à mon WeChat, la majorité des followers sont chinois. Je pense que c'est des jeunes femmes chinoises. Beaucoup sont francophones ou s'intéressent beaucoup à la culture française. Il y a beaucoup de Français aussi, mais c'est pas la majorité. Enfin, de toute façon, j'essaie toujours de m'adresser aux deux, dans les histoires. Et puis c'est ça qui est intéressant avec le dessin, c'est que ça parle à tout le monde, on s'en fout de la langue qu'on parle. Un dessin, c'est un dessin, on y est sensible
c'est pas sa culture ou son pays qui va faire qu'on est sensible ou pas. Je crois que le post qui a le plus plu, bah, c'est le post qu'on a fait avec France-Élysée sur les types de Français. Les 10 types de Français qu'il y a à Shanghai. Celui-là, il avait vraiment marché. J'ai pas fait les 10 types de Chinois. C'est une piste. Je sais pas où je serai dans 2, 4, 5, 10 ans. Mais bon, une chose est sûre, c'est que la Chine fera toujours partie de ma vie. D'abord, avec tout ce qui s'est passé avec la petite Lu, c'est là qu'elle a vraiment grossi. Voilà, mon bébé est né à Shanghai, c'est ici que je me suis mariée, c'est ici que j'ai rencontré mon mari. Il y a une énorme partie de moi qui fait partie de Shanghai et de la Chine du coup. Merci beaucoup Lucie, merci de nous avoir raconté l'histoire de la petite Lu. En tout cas pour ceux qui veulent connaître plus de choses sur la petite Lu, bah, ils peuvent aller sur le site. Voilà. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ouais, ça fait un plaisir. Le temps passe, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. C'est déjà l'automne ici aussi, hein. Et voilà déjà la fin de cette 3e émission. Allez, une petite devinette. Qu'est-ce qui est long comme un serpent mais qui a des pattes? Je vous donnerai la réponse dans 2 semaines. Soyez fidèles au journal débridé. C'était Lisson en direct à Shanghai. C'est Etienne.